La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, François Julien propose une séance dédiée au concept de combat. C'est donc la reprise du cours méthodique et populaire de philosophie. Dans des conditions étranges, la salle est vide. Mais nous le faisons pour ne pas le faire, c'est-à-dire pour ne pas nous résigner à l'absence de parole, mais en même temps en résistant aux conditions qui sont les nôtres aujourd'hui. On me dira, c'est facile, je veux dire, vous êtes dans un studio et vous enregistrez, comme pour tous les spectacles. Oui, mais la philosophie, ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas un spectacle qu'on prépare, ce n'est pas une séance qu'on refait une fois, deux fois, jusqu'à ce qu'elle soit au point. C'est une parole, et une parole qui s'adresse. Et une parole qui s'adresse en vis-à-vis, en face à face, en présence. Et non pas, mot horrible de l'époque, présentielle. En présence, en se souvenant de ce que signifie présence. Près, et c'est être devant, être en face à face. C'est-à-dire être devant des visages, être devant des regards et s'adresser à. La parole, c'est du dialogue. Entre la philosophie, on a besoin. Et donc, les circonstances qui s'imposent aujourd'hui, nous ne les oublions pas dans ce qu'elles ont d'extravagant, de décevant. Et c'est donc aussi par esprit de résistance que nous engageons cette année ce cours de philosophie. Et pour commencer par cette première séance, sous le titre « Concept de combat ». Concept de combat, c'est une conférence que j'avais en tête il y a un an, puisqu'elle devait clore l'année philosophique précédente, donc en mai dernier. Elle ne conclut pas, elle ouvre cette séance, elle ouvre, mais avec tout ce qui s'est passé depuis, et qui fait retentir, résonner ce terme de combat de façon plus vive encore que je ne le pensais il y a 6 ou 10 mois. Sujet encore plus d'actualité que ce combat auquel, disons, est invité, ou plutôt que doit assumer la philosophie. Et si j'ai avancé ce titre de concept de combat, c'est pour reprendre toute une série, enfin toute une de détermination du concept dans la tradition philosophique. On dit concept souche, on dit concepts fondamentaux. Concept souche, c'est chez Kant, les Stammbegriff, les concepts souches de tout entendement humain, autrement dit les catégories. Concepts fondamentaux, Grundbegriff, concepts donc qui sont les bases sur lesquelles va s'organiser, se constituer la pensée. Concept de combat, je dirais en allemand Kampfbegriff, concept de combat donc qui s'assigne la tâche d'organiser une résistance, et pas sur le régime de l'opinion, sur le régime justement du conceptuel. Du conceptuel et en faisant la vocation même de la philosophie. Je citerai pour commencer cette belle formule de Husserl, au début de son grand livre, qui fait le titre d'une partie de ce livre, de son grand livre sur la crise des sciences européennes, quand il dit, je cite, « L'histoire de la philosophie moderne en tant que combat pour le sens de l'homme. » L'histoire de la philosophie moderne en tant que combat, donc c'est toute l'histoire de la philosophie qui est conçue en tant que combat, Kampf, combat pour le sens de l'homme. Als Kampf den Sinn des Menschen. Vous voyez tout ce qui est investi dans ce combat et qui est donc la vocation même de la philosophie, que de construire, d'aménager ce combat pour le sens de l'homme. Sinn des Menschen. Husserl poursuit en disant « Les seuls combats véritables, les seuls qui aient une signification dans notre temps, qui est donc bien actualité, sont les combats entre une humanité déjà effondrée et une humanité qui tient encore debout, mais qui combat pour conserver cette tenue debout, et pour en acquérir une nouvelle. Ce n'est pas seulement conserver cette attitude
debout, de résistance, le fait de ne pas se coucher. Mais c'est aussi pour en faire émerger une nouvelle que la philosophie se conçoit en combat conceptuel. Alors on pourra dire, bien sûr, l'objection facile, la philosophie c'est de l'abstrait. La philosophie est désengagée, puisqu'elle se retire de l'expérience humaine, s'en détache pour, disons, le ciel des idées, comme on dit couramment. Et non, c'est ça qui est faux. C'est qu'on dit souvent, mais soyez concret. Cette opposition de l'abstrait et du concret n'est pas pertinente, puisque justement, la philosophie, en prenant ce recul, en se détachant, se dégageant des conditions de l'actualité, eh bien, permet d'élaborer conceptuellement ce qui redonnera prise sur cette réalité. Philosopher, si vous voulez, c'est comme... alors on ne le fait plus beaucoup aujourd'hui, mais c'est comme décoller pour réatterrir. Décoller donc dans une abstraction, mais qui est médiation, qui est chemin pour retrouver l'expérience, mais la retrouver avec des outils. Des outils que la philosophie met en main, ce sont les concepts. Donc les outils comme concepts pour travailler l'expérience, pour porter l'expérience, bref, comme disait Husserl, pour ouvrir une nouvelle humanité. Alors, si je me retourne vers mon travail précédent, je dirais tous les concepts que j'ai essayé d'élaborer ont cette vocation de combat. L'écart, faire un écart. C'est justement se dégager de l'opinion ordinaire pour réamorcer de la pensée. Même l'intime. L'intime est un concept de combat. Même s'il dit ce qui paraît le moins spectaculaire ou le moins extérieur, justement, il fait apparaître ce qui peut se perdre dans l'extériorisation, dans la mise en spectacle, et qui est ce précieux de l'intime. Ou encore le concept d'existence. D'existence au sens propre, au sens latin, existere, se tenir hors. Se tenir hors du monde en même temps qu'on appartient au monde, en même temps qu'on est immanent, c'est-à-dire demeurant dans le monde, savoir se tenir hors du monde, c'est-à-dire savoir ne pas se laisser enclore, enfermer, confiné, comme on dit aujourd'hui, dans ce monde. Existence. Ou un concept auquel je tiens aussi, celui d'inouï. Inouï, ce qui n'a pas été entendu. Non pas parce que cela serait insolite, ou extraordinaire, ou exceptionnel, mais parce que cela, pour être entendu, implique que l'on défasse, qu'on déconstruise les cadres constitués de son expérience. Donc je crois que tant de concepts sont de concepts de combat. Mais je préférerais m'arrêter sur deux d'entre eux aujourd'hui, que je vais donc déplier successivement. L'un sous le titre de la vraie vie, concept de vraie vie, et l'autre de décoïncidence. Alors, si je me tourne vers le concept de vraie vie, c'est aussi par rapport à la situation actuelle. Et pour introduire une distinction qui peut-être est trop oubliée aujourd'hui, sous ce titre de vie, cette notion de vie, qui est la différence que faisait le grec entre le vital et le vivant. La vie, en fait, a ces deux dimensions, l'une de survie, le vital, demeurer en vie, la question s'entend bien aujourd'hui, et l'autre de vivant, sont de pleinement vivant, surabondamment vivant, c'est-à-dire effectivement vivant, dans cet essor du vivant. Les Grecs avaient deux termes pour dire vie, il fallait même trois. Mais entre l'esson bios, qui est la vie politique, de l'éthique et de la poétique, donc le terme grec de la philosophie, il y en avait deux autres, notamment que vous trouvez dans l'évangile de Jean, en décalage par rapport à évidemment, la tradition philosophique grecque, celui de psyché, celui de zoé. Psyché, c'est l'être en vie, se maintenir en vie, le vital, le souffle de vie, psyché. Et puis zoé, c'est se détachant de ce sens du vital, c'est la capacité d'être effectivement en vie, pleinement en vie, vraiment vivant, la vraie vie. La scène fameuse du Christ auprès du puits, la Samaritaine, il demande de l'eau parce qu'il a soif et qu'il veut rester en vie, survivre. Il a besoin de boire. Et en même temps,
il fait comprendre qu'il y a un sens au-delà de ce sens-là, qui est le sens du vivant, de la vie pleinement vivante, donc d'une autre eau, qui est non pas au sens métaphorique, mais d'une eau qui est cette eau qui coule surabondamment comme source de vie. Donc deux mots qu'il ne faut pas confondre, parce que je crois que justement le risque aujourd'hui, c'est de tout renfouir ou rabattre sur le seul vital et d'oublier l'exigence du vivant. Il ne s'agit pas bien sûr de dédaigner ou de laisser de côté la question du vital, mais il s'agit de rappeler que le vital, ce n'est pas la vie, que le vital, ce n'est que la condition de la vie, mais que l'ambition de la vie, sa conviction, eh bien, c'est de promouvoir le vivant. Alors, si je me suis arrêté sur cette formule de vraie vie, c'est parce que c'est une formule qui traverse toute l'histoire de la philosophie. Et déjà, chez Platon, dans le Tête-à-Tête, de dire que parler de cette vocation à chanter, Mnesai, dit Platon, la vraie vie des dieux et des hommes bienheureux. La vraie vie, o aletes bios. Mais on sait que Platon ensuite dévie de cette formule pour la reporter dans l'au-delà de la métaphysique. Mais la formule est là, néanmoins. Elle est inscrite. Elle est inscrite au départ de l'histoire de la philosophie. Et cette formule, elle ne cesse ensuite de hanter la réflexion européenne. Pensez à la grande formule de Rimbaud, la vraie vie est absente. Pensez à la fin du temps perdu de Proust, la vraie vie, cette vie qu'on néglige, oublie, ensevelit tout le temps et qui réaffleure dans la moindre sensation si on sait justement capter son inouï. Et puis cette formule qui est en exergue au minima moralia d'Adorno quand il formule mise en exergue, brève, à d'apparence contradictoire, mais si forte, quand il reprend, la vie ne vit pas. Das Leben lebt nicht. La vie ne vit pas. Donc, quelle est cette non-vie dans la vie ? Cette non-vie dans la vie, c'est ce qui n'est plus qu'une apparence de vie, une pseudo-vie. On croit qu'on vit, mais en fait, on ne vit pas vraiment. Vraie vie. La vraie vie, c'est donc pas du tout une vérité sur la vie. Ce n'est pas l'idée qu'il faudrait indexer la vie sur la vérité, ou ce n'est pas l'idée que la vie serait dans l'application d'une vérité qu'on aurait précédemment trouvée. Non, c'est l'idée que vivre, c'est vraiment vivre. Il faut entendre ce vrai au sens adverbial de cette exigence de la vraie vie. Pour combattre la pseudo-vie, ce qui n'est qu'une apparence de vie, un semblant de vie, on croit qu'on vit, mais en fait, on ne vit pas vraiment. Alors, cette vraie vie, ce n'est pas la vie idéale. Justement, là, je dis cela en m'écartant du platonisme. Ce n'est pas la vie idéale, ce n'est pas une autre vie, ce n'est pas une vie d'après la mort. Non, ce n'est pas une autre vie que la vie-ci, la vie dans laquelle on est aujourd'hui. Et ce n'est pas non plus, à l'inverse du platonisme, à l'inverse de l'idéalisme, ce qui serait le vitalisme, la revendication de l'exubérance de la vie, comme une sorte d'auto-célébration de la vie. Bref, ce qui serait la tentation nietzschéenne. Ni la vraie vie comme idéal, comme vie idéale, ni la vraie vie comme cette sorte de pure émanence de la vie s'auto-célébrant dans une sorte de vitalisme conduisant à la volonté de puissance, mais cette idée que la vraie vie, c'est la vie qui dit non à la non-vie. La non-vie ne cesse de hanter ou de travailler même, de faire dévier la vie, et la vraie vie, c'est celle qui dit non à la non-vie. Alors, pour aller vite, je déplierai selon 4 dimensions, 4 concepts, cette idée de non-vie, et donc, en conséquence ou en réaction, en opposition,
celle de vraie vie, disant non à cet affaissement, à ce rabattement de la vie. 4 concepts donc. D'abord celui de résignation. Bien, la vraie vie se perd quand on commence à se résigner. Alors je le dis aujourd'hui parce que nous sommes tentés aujourd'hui de nous résigner, c'est-à-dire de nous rabattre sur une moindre vie. La résignation. La résignation qui n'est pas le renoncement. Le renoncement est encore actif. La résignation, on dit je me résigne, c'est moi vis-à-vis de moi-même. Je me résigne. Non pas je renonce à quelque chose, je me résigne. Je laisse ma vie se rabattre progressivement dans une moindre vie. Bon, tentation de nos jours, contre laquelle il faut penser ce que serait la dérésignation. Donc, défaire cette résignation qui vient pour s'y opposer. Second terme, l'enlisement. Notre vie, se résignant, s'enlise. Elle s'enlise dans ses habitudes, elle s'enlise dans son mode de vie, elle s'enlise parce que le retour du même, le même décor, les mêmes, moments de la journée, tout cela, les mêmes voisinages aussi, le même bureau, la même chaise, font que la vie s'enlise, et il faut entendre ce terme qui est imagé, mais peut-être qu'on ne peut pas sortir de cette image, qui est que la vie, mais d'abord l'enlisement, c'est que voilà, on n'avance plus, on s'enfonce dans la lise, cette sorte de boue, de glu, enfin de sable mouvant dans lequel on s'enfonce progressivement. Le terme est un terme, je crois d'ailleurs, Normandie, Bretagne, enfin, de ces paysages de plage, n'est-ce pas, où le risque d'enlisement nous menace. Donc la vie est tentée et menacée de s'enliser, et donc rappeler l'exigence de vraie vie, c'est résister, dire non à cet enlisement qui, d'abord, vient souvent par, justement, résignation. Et puis il y a 2 autres concepts que j'évoque rapidement et qu'il faut reprendre au vieux fond marxiste, qui n'a pas dit son dernier mot, qui sont ceux de aliénation et de réification. Oui, la vie s'aliène. S'aliène, c'est-à-dire elle devient autre que ce qu'elle est dans son propre essor. Si je m'aliène, ça signifie que je deviens autre que moi-même en tant que moi-même, en tant que ipsé. La vie s'aliène. Alors, dans la pensée marxiste, cette aliénation, c'est celle, des rapports économiques, du travail, de l'oppression capitaliste, ce qui n'a pas disparu aujourd'hui. Mais il y a d'autres modes d'aliénation que ceux conçus au XIXe siècle, conçus chez Marx. Aliénation, je dirais, la publicité nous aliène, les médias, le marché. Bref, tout ce totalitarisme larvé qui ne cesse de menacer notre vie, de la rendre autre que dans son essor, que dans sa capacité propre. Et là, la rabat à notre insu. Et c'est cette à notre insu qui, évidemment, est le plus grave. Et réification, c'est aussi un concept du marxisme. Réification, ça signifie devenir chose, res. La vie devient chose. Donc elle perd son élan de vie, son caractère vivant pour devenir chose, n'être plus qu'une chose. Alors c'est ce qui arrive notamment quand on cède à tentation de l'argent, de la possession, de tout ce qui fait que ma vie devient chose comme sont les autres choses, à l'unisson, à l'instar d'elle. Mais c'est aussi, peut-être plus fortement aujourd'hui, la réification par la technicité, ou plutôt par la commodité que constitue la technicité. Technicité ambiante qui envahit tout aujourd'hui. Ce n'est pas donc refaire le procès à la technique, il a déjà été fait, refait, surfait. Non, c'est le refus de la commodité. C'est elle qui est aliénante, c'est elle qui est réifiante. Cette commodité, c'est plus pratique, c'est plus commode. Et ce plus pratique, plus commode qui fait que, on est aliéné, réifié par tout l'appareillage technique
qui nous encombre, qui va de l'ordinateur à tout ce qui est cette machinerie imposée par le marché, qui donc enlise notre vie dans une technicité ambiante, contre laquelle est tellement ambiante, tellement envahissante, qu'on ne sait plus comment lui résister. Donc cette technicité qui, enlise, aliène, réifie, par sa commodité, j'insiste là-dessus, disons, cette capacité d'être effectivement vivant. Je prends l'exemple tout simple d'aujourd'hui, le virtuel. Il y a une technicité, une commodité de la technicité du virtuel. Mais ce virtuel, auquel s'opposerait le présentiel, c'est justement ce qui, par sa commodité, défait, dissout, dilue la capacité d'être effectivement présent. Et être vraiment vivant, c'est d'abord être vraiment présent. Je le rappelais en commençant, présent, être devant. Le présent de la rencontre, le présent de la présence. Les Grecs disaient, être, c'est être présent. Einai, c'est pareinai. Or, cette présence se trouve de plus en plus diluée par, justement, la connexion, par la communication généralisée, virtualisée à l'infini, mais qui dissout l'occasion, le moment, l'instance de la présence. Bon, la Covid ne fait qu'en rajouter une couche. À l'égard de quoi, dire, elle est plus une sorte de confirmation de tendance déjà à l'œuvre qu'une révélation en tant que telle. Le fait que quelque chose qui participe du vivant de la vie, qui est la rencontre de l'autre, avec son caractère de moment soudain, de d'effraction, et même de perte d'autonomie de soi-même. Quand je rencontre quelqu'un, il y a du contre. Il y a quelque chose qui se passe. Je peux prévoir les rencontres autant que je veux, mais elle se passera comme elle se passe au moment où elle se joue, au moment de la rencontre elle-même, dans son caractère de dévisagement, dans son caractère de surprise, et cette façon dont, dans la rencontre, eh bien, il y a une sorte d'ouverture du sujet, du moi-sujet, à quelque chose qu'il n'attend vraiment, qui ne peut pas attendre complètement, qui, quelque part, le trouble, l'affecte, bref, fait fraction dans cette sorte de maîtrise de soi du sujet, qui veut dire que la rencontre est très peu pensée dans la philosophie classique, mais qui en même temps, disons, cette capacité d'émergence, de surgissement, qui est dans l'essor même de la vie en tant qu'elle est vivante. Donc, oui, risque de non-vie, de perte de la vraie vie, dans cette commodité du virtuel, qui instaure l'illusion d'une communication infinie avec tout le monde. On peut communiquer avec tout le monde, entrer en connexion avec tout le monde, sans rencontrer personne. Bon, c'est ce que vous voyez couramment à la table des cafés. Bon, maintenant, il n'y a plus de café, mais quand vous voyez deux jeunes gens qui sont l'un en face de l'autre, chacun avec son portable, n'est-ce pas, et qui, au lieu de se parler, d'être en vis-à-vis, d'être en face-à-face, bref, d'être en présence, eh bien, sont chacun en train de pianoter sur leur clavier, et donc ont été ensemble, sans être vraiment ensemble. Comme disait le grand Héraclite, présents, ils sont absents. Donc cette absence qui noie la vraie vie dans son exigence de présence, donc d'effectivité, de rencontre, c'est ça aussi qui menace notre vie. Donc combat signifie quoi? Concept de combat. Faire du concept de vraie vie un concept de combat, Kampfbegriff, de combat pour ne cesser de rappeler cette exigence de vie en tant qu'elle est vivante, au lieu d'accepter par résignation, par enlisement, aliénation, réification, à une sorte de vie qui n'est plus la vie, pseudo-vie. Donc, concept de combat que dérésignation, désenlisement, désaliénation, déréification, bref, ce défaire ce qui, malgré nous, à notre insu, en vient à rabattre progressivement notre capacité de vie
et nous, comme ça, nous enfouir dans un semblant de vie. Alors, puisque je suis dans ce dé du défaire, je vais en venir à cet autre concept sous le titre de la décoïncidence. Mais d'abord, essayer de dire en quelques mots ce que pourrait être un engagement philosophique. Puisqu'il s'agit de combat, il s'agit d'engagement. Et comment penser un engagement qui serait proprement philosophique? Quand je dis proprement philosophique, ça signifie qu'il ne soit pas seulement idéologique. Je veux dire par là que on a tous une représentation de l'intellectuel engagé. Et donc la tentation de penser que l'engagement, sous la figure de l'intellectuel, est, disons, la forme la plus légitime d'intervention dans la société, en tout cas quand on s'arroge ce titre d'intellectuel. Or, je me demande si cette figure d'intellectuel engagé n'est pas au fond périmée. Bon, elle a eu évidemment de grands noms dans notre histoire, surtout l'histoire française. Sartre, Foucault, nos grands aînés. Mais ce qui me conduit à la défiance, c'est d'abord que le terme d'intellectuel est très, très équivoque. Ce n'est pas un métier, est-ce une compétence? Et surtout, c'est un terme équivoque parce qu'il se croit actif, mais on sait bien, critique marxiste élémentaire, que l'intellectuel est aussi le produit d'une société. Et puis, qu'est-ce qui fait intellectuel, ou qu'est-ce qui fait qu'il peut comme ça prendre position dans la société, ce qu'on appelle l'intellectuel engagé? C'est qu'il jouit d'un renom, d'une notoriété, qui fait qu'on va l'écouter, et que, disons, le bénéfice de cette notoriété va porter cette cause. Il devient porte-voix. Zola, j'accuse. En fait, quand Zola écrit « j'accuse », il n'y a rien de plus que ce que pensent tous les Dreyfusards de l'époque. Simplement, c'est Zola. Et donc, il a une autorité qui fait que sa voix peut porter. La question, c'est que entre cette cause, bonne cause, très certainement, en tout cas qui peut l'être, qu'il est sans doute le plus souvent d'ailleurs, et puis le travail de la personne qui se présente comme intellectuelle, il n'y a pas conséquence, il y a plutôt hiatus. C'est-à-dire que d'une part, je jouis d'une position de personnalité connue, et d'autre part, je prends telle ou telle position que je vais défendre dans l'opinion. Mais la prise de position qui est la mienne n'est pas la conséquence directe du travail que j'ai fait. Je pense aux grands intellectuels engagés du XXe siècle, Einstein, Sartre, Gide et d'autres. La conséquence, c'est que il y a ce hiatus, et donc la question qui est de savoir au nom de quoi l'intellectuel peut, est légitimement appelé à prendre cette opinion et à s'engager. Parce que souvent l'intellectuel n'est pas plus au courant de la situation que les autres. Si on pense Sartre ou Foucault au temps de Khomeini, bon, on n'en savait pas grand-chose en fait. Peut-on le reprocher? Non. Mais par contre, le fait de prendre position ostensiblement en tant qu'intellectuel engagé, alors que la cause finalement, on ne la connaît peut-être pas assez, pose un problème. Mais surtout le problème que cela pose, c'est, je l'ai dit, cette sorte de hiatus, de non-continuité en tout cas, entre le travail engagé et puis la position prise dans l'opinion. Puisque cette position prise dans l'opinion n'est pas vraiment la conséquence du travail engagé qui vous a fait connaître. Prenons Sartre, entre son engagement pour la cause du peuple et puis la critique de la raison dialectique, est-ce qu'il y a vraiment continuité? Et quand je cite ce titre-là, c'est encore le plus engagé de Sartre. Donc c'est cette question qui est de savoir ce que pourrait être un engagement proprement philosophique, par écart, avec ce qui est un engagement
d'intellectuels engagés, autrement dit idéologiques. Alors, si la figure de l'intellectuel est plutôt équivoque, au moins celle du philosophe ne l'est pas. Un philosophe, c'est quelqu'un, on le sait, qui travaille dans la pensée, qui élabore dans la pensée, avec ces outils qui sont les concepts et les questions. C'est-à-dire qui travaille dans la pensée en élaborant et des concepts et des questions. Les deux, bien sûr, conjointement. Encore faut-il distinguer le philosophe. Alors, si je reprends la formule précédente, vraie vie, pseudo-vie, le philosophe et puis le pseudo-philosophe. Le pseudo-philosophe qui est souvent sous la figure justement intronisée de l'intellectuel est quelqu'un qui en reste au régime de l'opinion et qui n'élabore pas. C'est-à-dire qui ne crée pas par son travail des concepts ou un questionnement qui permettrait justement de se dégager de l'opinion pour pouvoir, à partir de ce dégagement, de cette position en retrait de l'opinion, eh bien, concevoir, disons, un questionnement. Bon, si j'indique ça en passant, je ne le fais qu'en passant, c'est parce qu'il y a, vous le savez, grande confusion aujourd'hui entre ces deux catégories qui sont sous le même nom de philosophes. D'une part, le philosophe, je dirais, de travail, la philosophie d'élaboration, qui élabore quoi ? Des concepts et des questionnements pour renouveler effectivement la réflexion, et puis ce que j'appellerais pseudo-philosophe, qui en reste au régime de l'opinion, qui en reste, disons, au marché des idées, et qui donnent leur opinion sur tout, à tout bout de champ, et qui sont donc des agents de communication, et non pas, disons, des travailleurs de la pensée. Avec ce constat aujourd'hui que, justement, ces pseudo-philosophes, en tant qu'agents de communication, sont les plus connus, ou plutôt ceux qui occupent le devant de la scène, et c'est normal, puisque c'est eux qui sont médiatisés, donc dont les médias ressassent, n'est-ce pas, les opinions. Et cela est considérable. J'indique juste en passant, mais bon, concept de combat oblige. Je ne sais pas, jusqu'à la génération précédente, les philosophes connus dans l'opinion publique étaient les vrais philosophes. On pense tous à Derrida, Deleuze, à Foucault, bien. On constate que 20 ans, 30 ans plus tard, même pas, oui, il y a quelques décennies, maintenant, les noms les plus connus dans le domaine sont ceux des pseudo-philosophes, puisque c'est eux qui occupent tout l'espace médiatique, et que les œuvres effectivement philosophiques se trouvent donc projetées dans l'ombre, en retrait, puisque la scène médiatique s'organise avec des débats d'opinion déjà tout faits. Alors, ce qui m'amène à distinguer deux verbes. Le verbe qui nous vient d'abord à la bouche, qui est dénoncer, et un autre verbe qui est un peu un néologisme que je forge conceptuellement en essayant de faire entrer dans la langue, qui sera décoïncider. Dénoncer, décoïncider. Dénoncer. Dénoncer, c'est dire non. Dire non à inacceptable. Protester. Dénoncer est d'emblée légitime. Mais dénoncer réactif. Réactif parce que dénoncer, c'est réagir à un état de fait qu'on juge inacceptable. Donc dans l'après-coup. Dénoncer est de la responsabilité de chacun, à égalité. Quand il y a une oppression, une injustice, c'est tous qui sommes appelés, nous tous, qui sommes appelés à dénoncer. Dénoncer, c'est le stade d'une intervention directement politique. Et c'est sur ce droit à la dénonciation que s'est constituée, depuis les Grecs, la cité.
que c'est penser le politique. Pouvoir dire non. La cité grecque s'est organisée ainsi, dans l'opposition des discours, logos contre logos, les antilogoi. On fait une proposition, eh bien, tout le monde est autorisé à dire non. Donc l'opposition du pour et du contre, qui depuis les Grecs organise l'espace de la cité. Et je dirais que quand il dit non, quand il dénonce, le philosophe fait comme tout le monde. Ni plus ni moins. Il ne s'agit pas là d'un engagement philosophique. Qu'est-ce que serait donc un engagement philosophique qui n'est pas seulement de dénonciation, puisque tous les citoyens sont appelés à égalité à dénoncer l'injustice. Bien, ce qui importe, c'est que la dénonciation, elle reste, disons, collée à ce qu'elle dénonce. Je dénonce une chose, et par là même, c'est cette chose qui m'a mis en situation, qui m'a mis en condition, qui a, disons, appelé à ce que je la dénonce. Donc la dénonciation est toujours dépendante de ce contre quoi elle s'est dressée. Elle y demeure affiliée, configurée par elle, quelle que soit son intention de rupture. Donc son opposition la maintient corrélée, voire asservie à ce qu'elle a dénoncé ou qu'elle veut dénoncer. Je dirais par là que toute rupture annoncée méconnaît ce qu'elle perpétue. Est-ce que c'est donc du renversement et de l'annonciation que peut provenir du réellement, radicalement nouveau? C'est là que je voudrais introduire le verbe de décoïncider par écart avec dénoncer. Et proposer que décoïncider constitue un engagement proprement philosophique. Je dis dénoncer, c'est le fait de tous. Et tout le monde a la même légitimité, ou le même devoir, de dénoncer l'injustice, l'intolérable, mais il y aurait une intervention en amont, proprement philosophique, qui serait de décoïncider. Et je vais essayer de me justifier. Décoïncider signifie donc défaire de l'intérieur ce que la situation impliquée d'insatisfaisant pour la fissurer. Fissurer cette situation, la fissurer de façon à ce qu'elle se défasse et que puisse, disons, se rouvrir de nouveaux possibles. Donc, décoïncider ne prétend pas rompre ostensiblement avec l'histoire précédente, mais introduire un coin, commencer à fissurer ce que la situation précédente a d'insatisfaisant pour justement réorienter autrement la situation ou lui permettre de débloquer ce qu'elle a scellé et de se remettre au travail, de se remettre en chantier. Donc vous voyez, l'importance du concept de décoïncider, c'est qu'il n'invoque pas la rupture, il n'en appelle pas au nouveau, mais il opère en amont, au stade où les conditions impliquées pourraient commencer à je reviens à ce terme sur lequel je vais poursuivre, pourraient commencer à se fissurer pour laisser apparaître d'autres possibles, des possibles qui ne sont pas encore envisagés. Donc intervenir en amont. Puisque au stade, je dirais, final, celui de la dénonciation, il n'y a plus rien à faire.
Il faut dénoncer, ou plutôt il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à renverser, à abattre. Seul compte alors le rapport de force. Alors, le rôle du philosophe, ce n'est pas du tout de biffer, raturer ou amoindrir, estomper ce moment du face-à-face, du rapport de force qui se passe dans les urnes ou dans la rue. Ce n'est pas du tout de diluer par ses arguments ce qui serait le nom de résistance dans sa violence. Mais c'est d'intervenir un temps plus tôt pour tenter de défaire préalablement ce blocage de l'histoire et du même coup redonner à cette histoire de l'avenir. Alors, je n'ai pas le temps ici de m'arrêter sur les raisons qui me font donc privilégier le terme de décoïncidence par rapport à tous les grands termes installés dans l'histoire. La révolution, ce n'est pas le moindre, mais aussi la révolte, mais l'utopie, mais l'innovation, le grand appel à l'innovation qu'on entend tant retentir aujourd'hui. Je dis je n'ai pas le temps, je renvoie à la petit livre que je viens de publier la semaine dernière, sous le titre « Politique de la décoïncidence », mais que j'indique seulement aujourd'hui parce que les librairies sont fermées. Et donc, alors que nous avons l'habitude ou l'éthique ici de ne pas parler des livres qu'on publie, en tout cas pas dans les séances du cours de philosophie, je fais allusion à ce petit texte parce que, oui, je voudrais dire justement un nom de résistance à ce qui s'est passé. Les pâtissiers sont ouverts, les fromagers, tous les cavistes de Paris, les magasins de bricolage, très bien. Mais les libraires sont fermés. Or, en Belgique, ils sont ouverts. Les librairies ne sont pas plus des lieux de pandémie que d'autres lieux de la ville. Donc, je voudrais quand même dire non, dénoncer. Et là, en tant que citoyen lambda, n'est-ce pas, comme tout le monde, comme l'a fait la pétition qui a circulé ces jours-ci, dénoncer ce manque de réflexion des autorités concernant ce qu'on appelle première nécessité. Est-ce qu'aller chez le caviste et choisir un bon vin est plus de première nécessité que d'aller en librairie chercher un bon livre? Je crois là qu'il y a un choix qui est injuste et qui est même indigne. Indigne qui traduit un dédain, un mépris de ceux qui gouvernent à l'égard du livre. Et vous remarquez d'ailleurs que dans les pétitions qui ont circulé, la cause plaidée a été celle des libraires et des éditeurs, ce que je comprends très bien, donc de la perte financière occasionnée, mais non pas celle des auteurs et des lecteurs. Si je vois ce qui se passe chez nos plus proches voisins en Belgique, la cause du livre a paru, disons, de première nécessité. Et je crois qu'il y a quelque chose ici qu'il faut, qui réclame, qui réclame deux choses. D'abord une dénonciation, c'est ce que je fais, et puis peut-être une décoïncidence plus en amont pour essayer de défaire ce qui a conduit à cette obédience, à cette, disons, obédience idéologique qui fait qu'on a pu choisir ainsi, sans le justifier, sans le questionner, eh bien, que les outils de bricolage ou les fromages soient de première nécessité et que les livres ne le soient pas. Au concept de combat, il faut bien que nous donnions nos cibles et organiser une résistance qui est à l'égard de cette sorte d'obédience idéologique qui s'impose à nous, sans qu'on l'ait choisi, sans qu'on l'ait voté, et qui, disons, produit une sorte de rabattement, de résignation dans une pseudo-vie, une apparence de vie, une apparence de culture, d'intellectualité, bref, qui appelle que nous en décoïncidions avant même que nous désobéissions. Donc j'en viens de plus près à ce concept de décoïncidence pour en faire une proposition d'engagement proprement philosophique en politique. Je dis proprement philosophique en politique puisqu'il s'agit bien d'un concept, donc d'un produit philosophique, concept, dont l'exploitation, si j'ose dire, politique, peut susciter un engagement.
C'est dans ce sens-là que ce n'est pas idéologique. C'est un produit philosophique, un concept, qui, de lui-même, appelle à un engagement politique. Donc pensé comme outil d'un engagement proprement philosophique en politique. Alors c'est très difficile de parler devant une salle vide parce que habituellement dans cette salle, je vous regarde. Et donc je vois si vous me suivez, si vous ne me suivez pas, si vous endormez, si vous réagissez, si vous n'êtes pas content. Là, c'est le silence. Donc je dois me maintenir dans cette fiction que je vous parle, alors qu'il y a entre nous l'écran. Et comme on dit, l'écran fait écran. L'écran fait écran, c'est-à-dire que, la philosophie, depuis Platon, c'est une parole de dialogue. Où on chemine avec la pensée de l'autre, où on chemine, disons, à deux. C'est un dialogue, la philosophie, avec ce dia qui dit à la fois l'écart des positions, et puis en même temps le dia du cheminement, le dia de la dialectique. Et là, quand il n'y a pas de dialogue, on a beau se réfuter soi-même, essayer de dialoguer avec soi-même, comme dit Platon, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, il faut essayer de produire un discours, mais la philosophie, ce n'est pas du discours, c'est du dialogue. Alors, je vais essayer d'être très simple et de faire une première proposition, qui est la suivante, qui est de dire la coïncidence est mortelle. Quand les choses coïncident, c'est la mort. C'est pourquoi il faut décoïncider. Quand les choses coïncident, sens propre de coïncidence. Le sens premier, c'est le sens de la géométrie. Quand deux surfaces ou deux lignes se recoupent complètement l'une l'autre, elles coïncident. Elles tombent ensemble, coïncider. Alors, quand les choses coïncident, on va dire, mais c'est bien, ça coïncide, c'est adéquat, c'est adapté, ça colle, justement. Quand les choses sont en parfaite adéquation, dans leur satisfaction d'adéquation, elles deviennent stériles. Elles sont plus productives. Et donc, si j'ose dire, c'est mortel. On pourrait dire, vivre, c'est coïncider. Coïncider avec soi-même, coïncider avec le présent. Mais à y réfléchir de plus près, on se rend compte que non. Vivre, c'est pas continuer ce qui a précédé. Comprendre ce qu'est vivre en tant que renouvellement. Vivre, ce n'est pas prolonger l'état adéquat précédent. Ce n'est pas le faire durer, en vue de le perpétuer. Car celui-ci, en se perpétuant, se sclérose, s'enlise. Vivre, c'est plutôt se détacher de ce qu'on a déjà vécu. Se désolidariser de l'adéquation déjà obtenue, adéquation, adaptation, non pas pour le continuer, mais pour se risquer, s'aventurer au-delà de ce qui a déjà été adapté, convenu, bref, déjà assimilé. Je dirais vivre au sens de la vraie vie. Vivre, c'est décoïncider sans discontinuer de l'état précédent pour continuer de vivre, pour continuer à vraiment vivre. Une image toute simple. D'abord, cette très belle réflexion de Lucrèce dans de la nature, des Natura Rerum, pour penser le début du monde, penser le commencement. La scène de Lucrèce, la scène de la physique de Lucrèce, c'est les atomes qui tombent, comme la pluie qui tombe. Et si les atomes ne cessent de tomber comme cela, rien ne se passe. Ils coïncident à leur loi d'atomes, par la chute, mais jamais un atome ne va rencontrer un atome. Donc, les corps ne vont pas se former. La nature ne va pas pouvoir se déployer. Donc, Lucrèce a cette invention que je trouve géniale, toujours honnie par les commentateurs, depuis Cicéron, c'est d'introduire le clinamen.
Le clinamen, c'est cette légère déviation qui fait qui ne se voit pas, mais qui est néanmoins à l'œuvre, qui fait que les atomes, au lieu de tomber comme ça, en chute droite, verticale, comme la pluie, dit Lucrèce, vont légèrement se déporter, décoïncider de leur trajectoire normale, pour commencer à se rencontrer, et que des corps puissent se former, et que des mondes puissent exister. Cette pensée du clinamen, comme légère inclinaison, déviation, qui fait que les atomes décoïncident de la coïncidence de leur chute verticale de corps pour, ce que j'évoquais tout à l'heure, se rencontrer, donc commencer à faire exister quelque chose, me paraît tout à fait éloquente. Je dirais même, avant le commencement, il y a la décoïncidence. La décoïncidence est donc en amont ce qui permet que quelque chose arrive, qu'un possible s'ouvre. Changeons de scène. Prenons la scène biblique, la première, là aussi, commencement, celle du paradis terrestre, d'Adam et Ève. Je dirais qu'au paradis, ça coïncide. Tout baigne, ça colle, au sens de... tout est en adéquation, dans l'ordre de Dieu. Il fallait donc que Adam et Ève mangent la pomme, décoïncident de cette coïncidence paradisiaque de l'Éden, pour que quelque chose commence d'arriver. C'est-à-dire que, évidemment, dans l'épreuve, il commence à s'instaurer en sujet d'une histoire, chassés qu'ils sont du paradis, justement, pouvoir sortir de cette sorte d'adéquation, de coïncidence comme cela, qu'il est laissé dans l'inconscience, pour se promouvoir en sujet se risquant, s'aventurant, et entamer une histoire. Alors, je pense que beaucoup de théologiens ne seront pas d'accord avec ma lecture de cette première page de la Bible, mais c'est quand même, cette première page, elle est essentielle, parce que l'affaire du serpent, la pomme, tout cela, signifie quoi? C'est qu'il fallait bien qu'un négatif vienne du dedans pour rompre cette harmonie satisfaisante, saturante, où tout allait bien, où tout coïncidait, pour commencer à mettre au travail de l'histoire, du destin, bref, faire que l'humanité puisse se promouvoir dans sa figure de sujet actif, libre, disons, initiant une histoire. Alors, puisque je suis en contexte biblique, je dirais qu'il y a une chose qui me paraît la grande idée forte du christianisme, qui est que, si je la résume, ce qu'on appelle habituellement la Trinité, n'est-ce pas ? C'est que Dieu décoïncide avec Dieu pour se promouvoir en Dieu. Dieu décoïncide, Dieu le Père décoïncide de lui-même dans son Fils. Dieu, Maître des cieux, décoïncide de lui-même dans son Fils né dans une étable. Dieu l'Éternel décoïncide dans son Fils mort sur la croix. Donc Dieu décoïncide de lui-même, au plus loin de lui-même. Pourquoi faire ? Pour s'activer en Dieu, pour ne pas, disons, coïncider avec l'essence de Dieu, pour ne cesser de remettre l'activité de Dieu en chantier, au travail dans l'histoire. Donc, je vois que là, il y a une idée très Hegel en a tiré la dialectique. Mais avant de prendre cette pensée comme étant, de lui donner la forme et la solution dialectique, pensez que, au fond, c'est cela. Dieu décoïncide de Dieu pour s'activer en Dieu, pour ne pas, disons, s'identifier dans une essence de Dieu qui serait stérile, qui serait mortelle pour Dieu. Alors, si maintenant je laisse ce plan-là pour penser d'où vient l'homme, comme on dit, l'avènement de l'humain. Mais je dirais, on dit toujours les théories de l'évolution, c'est celle de l'adaptation. L'homme s'est adapté. Oui, mais avant de s'adapter, l'homme a décoïncidé de son adaptation. Sinon, il serait resté comme tout le vivant autour de lui, dans des formes, disons, évoluant peu. Au fond, l'homme, bien sûr, s'est adapté pour survivre, comme nous cherchons à survivre aujourd'hui, mais il s'est aussi désadapté
ou je dirais, pour reprendre un terme de l'anthropologue, ex-apté. Il s'adapte, mais il s'adapte. C'est-à-dire qu'il sort de son adaptation, il sort de ce qui, voilà, de cette coïncidence dans laquelle tout baignait, dans laquelle il se trouvait bien, quand il était dans les arbres et qu'il se risque à tomber par terre et que il va commencer à apprendre à se lever, à se dresser, à marcher. Il s'exapte autant qu'il s'adapte. Donc il s'accepte, il s'exapte, il décoïncide des conditions données à tel moment de son développement, il en décoïncide pour, en défaisant cette adéquation, cette adaptation, rouvrir les possibles. Et disons, si j'ose dire, remettre l'humanité, ou ce qui va devenir l'humanité, en chantier. Ce qui permet de comprendre à la fois la continuité du processus, et bien évolution progressive, et en même temps l'émergence d'un radicalement nouveau. Le fait que l'homme se soit mis à penser, à parler, d'abord à marcher. Donc comment articuler, si vous voulez, cette émergence du nouveau, du dedans même de l'évolution, du sein même de la processualité. Je crois que le terme de décoïncidence permet ainsi d'articuler la continuité, c'est-à-dire sans se focaliser sur la rupture, la continuité avec la possibilité d'émergence d'un radicalement nouveau. Vous voyez, c'est là ce qu'il faut essayer d'articuler. D'une part, la continuité et le radicalement nouveau. Bien, je dirais, c'est par décoïncidence, c'est-à-dire en défaisant les conditions adéquates auxquelles on est adapté, où tout coïncide et donc tout va, ça colle, n'est-ce pas, que, bien justement, se fissure, plutôt cette adaptation se fissurant, quelque chose se rouvre d'un possible à explorer, n'est-ce pas, possible non encore envisagé, et qui permet de promouvoir, n'est-ce pas, notre je dirais, capacité. Alors, la décoïncidence est donc, je crois, constamment à l'œuvre. Pensons à un artiste. Un artiste, c'est dans la mesure où il décoïncide de l'art, déjà reconnu comme art, de l'art installé, instauré, de l'art dans son adéquation d'art, dans son adaptation d'art, dans sa reconnaissance d'art. C'est dans la mesure où il décoïncide de l'art déjà installé, dans son adéquation, qu'il est effectivement artiste en train de créer. Et je dirais même un peu plus loin, un artiste, c'est dans la mesure où il décoïncide de ce qu'il a déjà fait, comme art satisfaisant, qu'il le remet en chantier son art, et qu'il peut encore créer. Alors c'est vrai qu'on imagine beaucoup l'artiste sous la figure de la rupture, l'innovation, la création, le démiurge, mais ça c'est plutôt du fantasme. Un artiste ne crée pas parce qu'il a conçu des nouveaux projets, d'où viendrait-il ? Non, il crée parce qu'il décèle, fissure, fait décoïncider une certaine conception, une certaine pratique de l'art, et la décélant, eh bien, permet de la fissurant de ce que émergent de nouvelles possibilités qu'il va exploiter dans son œuvre, qui est ensuite à en faire des principes, disons, à se proposer comme but, bref, à se mettre dans la posture du créateur. Penser, c'est le même. Penser, c'est décoïncider de ce qui a déjà été pensé. Et même décoïncider de ce que j'ai déjà pensé. Sinon, je ne pense plus, je radote. Ou je forme un système, ce qui menace évidemment de tout temps la philosophie. Je verrais même l'histoire de la philosophie comme une sorte de décoïncidence continue. Alors, on dit que les philosophes se critiquent les uns les autres. Aristote critique Platon. Et ça, c'est plutôt l'effet de surface. Qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est que Aristote décoïncide, c'est-à-dire sort de la coïncidence, défait la coïncidence de ce qui s'est organisé comme platonisme, et par là même, en défaisant la coïncidence platonicienne, eh bien, a rouvert d'autres possibles de la pensée, a ouvert un nouvel accès à l'impensé. Donc je ne suis philosophe qu'autant que je décoïncide de ce qui a déjà été pensé.
Je dirais moi-même, dans mon travail, au fond, j'ai souhaité décoïncider de la pensée européenne, c'est-à-dire sortir des coïncidences ataviques de la philosophie, en passant par la langue et la pensée chinoise, pour justement remettre la philosophie en chantier. Mon propre itinéraire est donc un itinéraire de décoïncidence, sortir des coïncidences installées par la philosophie, ataviques, comme disait Nietzsche, qu'on ne connaît pas comme telles, puisqu'on est dedans, pour justement défaire ces coïncidences installées en passant de côté par un ailleurs, l'ailleurs de la langue chinoise, de façon à m'exapter du champ philosophique constitué et pouvoir, certes, prendre du recul, mais surtout me sortir de ce qui s'est si bien scellé d'adéquation rationnelle, en fait de parti pris de la pensée, pour pouvoir justement rouvrir du possible, remettre en chantier. C'est vrai donc de l'artiste, c'est vrai, je crois, du philosophe, mais je dirais une cure chez les psychanalystes du même ordre. L'analysant, comme dit, pour prendre la formule de Lacan, enfin le terme de Lacan, l'analysant, au fond, il coïncide. Il coïncide avec son trauma. À la fois, il en souffre, mais il est très bien dedans. Et quand on lui explique son trauma, comme dit Freud, ça ne sert à rien. Le dénoncer ne sert à rien, puisqu'il n'entend pas. Donc, qu'est-ce que fait... Je dis ça de loin, puisque moi, je n'ai pas d'expérience dans ce domaine, mais j'aime lire Freud et même Lacan. Il me semble que ce que fait l'analyste, vis-à-vis de l'analysant, c'est justement d'amener l'analysant à décoïncider de là où il en est, et qu'il fait souffrir, donc de ce trauma dans lequel il s'est si bien installé, qu'il ne le voit plus d'ailleurs comme dans son caractère traumatique, même s'il en... donc à la fois confortable et insupportable, pour, disons, l'amener à décoïncider, ce que seul l'analysant peut faire. On ne peut pas le faire à la place de quelqu'un. Décoïncider de cette situation traumatique à laquelle il est totalement adapté, dans laquelle, d'une certaine façon, il est si bien, même si ça le fait tant souffrir. Donc il me semble qu'une cure analytique, c'est une stratégie de décoïncidence pour ouvrir de possibles, justement, pour que la vie de l'analysant, s'ouvre à de nouveaux possibles, que se fissure en elle ce qui est cet étau coïncident d'adéquation, comme ça, durci, réifié, et que cela se fissurant, bien, de nouvelles possibilités de vie apparaissent, puissent émerger. Donc il me semble qu'il s'agit d'une pratique très vaste, qu'au fond, toutes nos pratiques sont des pratiques de décoïncidence, c'est-à-dire venant fissurer du dedans des adéquations, des adaptations qui se sont installées et par là conduites à se figer pour faire émerger du possible et pouvoir, disons, réengager la vie et la pensée. Alors, avant d'en venir à l'usage proprement philosophique du concept, je voudrais dire encore deux mots concernant cette logique de la décoïncidence. Parce que nous avons du mal à la penser dans la mesure où nous pensons en termes de rupture, d'événements, donc de spectacle en quelque sorte. Et que nous ne savons pas voir suffisamment, me semble-t-il, les transitions discrètes, de l'ordre de la fissure, de l'ordre du processuel, de l'ordre de ce qui chemine silencieusement, et qui, en fait, est effectif, et ne cesse de reconfigurer les possibles. Où nous sommes attachés au flagrant de la rupture, nous l'invoquons, rupture, révolution, création, démiurgie en quelque sorte, sans peut-être voir suffisamment ce qui peut se
et conduit préalablement à ce que nous invoquons comme rupture, ce qui rend possible la rupture, qui est cet effet de fissuration faisant décoïncider la situation et donc la rouvrant à du possible. Alors, on dit souvent dans la langue managériale ou langue des pratiques, faire un pas de côté. Oui, faire un pas de côté. Mais faire un pas de côté, d'où vient ce pas de côté? Comment est-il possible? Décoïncider dit plus justement ce que cette expression familière aussi d'ailleurs dans le langage des psys, comme on dit, peut exprimer. Faire pas de côté, c'est sortir de la coïncidence installée et donc aventurer la possibilité d'autre chose. Alors, le point logique un peu difficile peut-être, c'est que, on l'a dit en commençant, l'adéquation c'est bien, ça colle. Comme on dit, ça roule, ça marche, ça coïncide. Donc la coïncidence paraît positive. Simplement, justement, dès lors qu'elle se considère positive, qu'elle s'installe dans sa positivité, eh bien, elle se stérilise. L'adéquation ne travaille plus puisque c'est adéquat, c'est satisfait. Donc, la satisfaction de l'adéquation fait que l'adéquation ne travaille plus. Et donc, elle s'enlise, si j'ose dire, pour reprendre la formule, elle s'enlise dans son adéquation, elle ne travaille plus, et donc elle devient stérile. Positive au sens de les religions positives. Elle s'endort dans sa positivité. Et donc il faut bien qu'un négatif du dedans comme le serpent de la première scène de la Bible, que du négatif intervienne du dedans qui vienne défaire cette coïncidence, cette adéquation installée pour rouvrir du manque et donc donner de nouveau à travailler et donc permettre que la situation soit appelée à se reconfigurer, à se renouveler. Donc oui, c'est cette inversion de positif et de négatif qui est, disons, logiquement à penser, qui est que, eh bien, le positif de l'adéquation, de la coïncidence, en s'installant dans sa positivité, devient négatif. Et qu'il faut donc, de façon interne, par nécessité interne, nécessité, on dirait, de survie, il faut donc, par nécessité interne, que cette coïncidence satisfaite se fissure d'elle-même, non pas par une cause extérieure, mais d'elle-même, se fissure d'elle-même. Elle est appelée à se fissurer d'elle-même, pour justement, eh bien, faire reparaître du manque, de l'insatisfaction, bref, ce qui remet en chantier. Expérience de l'artiste, expérience de la pensée, expérience la plus générale qui soit, je crois, et qui fait donc comprendre ce que est cette vocation apparemment négative, mais en fait efficacement à l'œuvre, qui est celle de la décoïncidence. Je n'ai pas le temps d'évoquer ici, mais je l'ai fait dans le travail écrit, absent des librairies, cette pensée de la décoïncidence de ce que Derrida appelait la différence. Les deux se rejoignent, plutôt se recoupent. La différence comme étant le fait que la présence n'est jamais réalisée, on est toujours pris dans une logique de renvoi, et d'abord le signe, c'est toujours de renvoyer, et que quand, disons, ce qui fait même la vocation du sens, c'est que dans la langue, le sens ne marche que quand, justement, sa marche est toujours différée, d'où différence, n'est-ce pas? Donc le fait que le signe dans la langue ne marche, ne fonctionne, qu'autant qu'il diffère sa saturation ou sa satisfaction, son comblement. Simplement, je dirais, le concept de différence chez Derrida reste un concept théorique. Le concept de la déconstruction de l'ontologie. L'intérêt que je vois au concept de décoïncidence vis-à-vis de celui de différence avec un A, c'est que le concept de décoïncidence, je viens de l'évoquer à l'instant, est pratique, et même ne cesse d'habiter nos pratiques, et qu'il peut habiter tout autant la politique. Juste un mot avant de passer à ce caractère proprement politique, et donc d'engagement
du concept de décoïncidence pour dire simplement que la décoïncidence a aussi vocation éthique. Je l'ai dit tout à l'heure en parlant d'existence, exister, c'est se tenir hors de soi, donc c'est décoïncider de soi, de la clôture de soi en soi, du confinement de soi avec soi, pour se tenir hors de soi. La décoïncidence a donc vocation éthique par rapport à soi-même et vocation éthique par rapport à l'autre. Je ne rencontre l'autre qu'autant que j'ai décoïncidé, défait la coïncidence de moi avec moi. Donc la décoïncidence a vocation éthique et par rapport à soi, dans le déconfinement, désenlisement de ce soi, et par rapport à l'autre, dans la capacité de s'ouvrir à l'autre, de le rencontrer. Je le rencontre, encore une fois, qu'autant que je décoïncide de moi-même en me tenant hors de moi exister dans l'autre. Mais venons-en donc à la dimension directement politique engagée de la décoïncidence. Alors je vais aller encore plus vite que précédemment pour dire d'abord deux choses qui sont au départ de mon propos, ouvrant donc la question du politique. D'abord, je dirais ceci, une idée, c'est en tant qu'une idée devient coïncidente qu'elle devient idéologie. Ce sera ma définition de l'idéologie. Et j'ai commencé par distinguer idéologie et philosophie. L'idéologie, c'est quoi au fond? C'est quand nos idées deviennent coïncidentes. Donc, sont comme adéquates, adaptées, parfaitement installées, saturants, satisfaisants, et par là même, disons, s'enlisant dans leur positivité stérile. Donc il y a quelque chose qui est, je crois, inscrire au départ, en tout cas de ce concept, qui est, je le redis, une idée, c'est en devenant coïncidente, avec tout ce que j'ai dit de coïncident jusqu'à présent, qu'elle devient idéologie, qui fait son statut donc d'idée collectivement admise, et même qui peut être dominante dans la société. En devenant coïncidente signifie donc en se répandant comme adéquate et adaptée, par suite en étendant sa conformité, par suite encore en sécrétant l'adhérence. D'où vient donc finalement son évidence, l'évidence idéologique, à laquelle on adhère sans la soupçonner. De là suit ce second principe, une telle coïncidence, en s'étendant collectivement, donc en formant idéologie, génère la bonne conscience. La bonne conscience, c'est le résultat de cette coïncidence idéologique. À quoi j'ajouterai une seconde distinction, plutôt un second énoncé, mais là par distinction, entre deux termes qu'on risque de confondre, collectif et commun. Parce que j'ai dit, l'idée, c'est en tant qu'elle devient coïncidente et qu'elle se trouve donc adoptée collectivement qu'elle devient idéologie. Oui, distinguer collectif et commun. Le commun est produit, promu. Le commun, c'est le partage. Le partage est la participation. Donc le commun est le concept du politique. C'est le commun qui fait le politique, en tout cas pour nous, venant des Grecs, n'est-ce pas ? C'est bien ça qui fait le commun. C'est ce que dit Aristote à la première page de sa politique. Le commun, le koinon, qui fait le politique. Donc la participation. Pour Aristote, le couple, la maison, et puis la cité, c'est donc ce commun de participation. Ce n'est pas le sens de collectif. Collectif a un sens non pas de participation, mais d'agrégation. Le collectif est additif. Agrégatif, ou disons plus négativement, grégaire. Il fait assemblage, il fait collection. Je dirais donc que la coïncidence peut être collective, comme elle peut être aussi personnelle. Je l'ai dénoncé sur le plan éthique.
La coïncidence peut être collective, comme elle est personnelle, mais qu'elle ne produit pas pour autant du commun. La coïncidence peut être collective, additive, cumulative, mais ne produit pas pour autant du commun qui serait du partage. Donc quelle est cette différence entre le partage produit par le commun et qui est effectivement politique, et puis cette sorte de coïncidence, diffuse, laquelle tout le monde adhère, qui forme donc une sorte d'évidence idéologique, sécrétant la bonne conscience, mais qui ne crée pas pour autant du commun, qui crée du troupeau. C'est différent. Alors, je vais aller vite, il me semble que c'est clair. Aujourd'hui, tout ce qui fait la technicité moderne renforce le phénomène de coïncidence idéologique. Plus ça m'a renforcé, et même qui a changé de nature ou d'échelle et même de nature dans le monde contemporain. Puisque nous vivons dans un monde de connexion généralisée, je l'ai dit en commençant pour le dénoncer, les réseaux sociaux, etc., qui fait que, il est de plus en plus difficile de décoïncider de cette connexion généralisée qui distille son obédience idéologique et, répand cette sorte de coïncidence collective à laquelle tout le monde adhère et qui fait donc la bonne conscience. Peut-on aujourd'hui décoïncider de cette connexion généralisée? Peut-on ne pas avoir un portable? J'ai résisté des années au fait d'avoir un ordinateur, parce que vous allez dans les pays les plus lointains, et chez les plus pauvres, chacun a son portable en main, tout le monde est maintenant dans cette fausse participation, cette accumulation, de connexion qui fait que, il est si difficile de faire trou dans ce grand maillage de la connexion. C'est vrai que le monde aujourd'hui fait monde, enfin, je dirais, que la globalisation du marché, de l'information généralisée, fait que, je dirais, la caisse de coïncidence, comme on dit caisse de résonance, est beaucoup plus forte aujourd'hui. Les médias sont les grands vecteurs de coïncidence idéologique. Avec ce phénomène de renchérissement, il suffit d'écouter la radio depuis quelques mois, cette sorte de renchérissement, qu'on informe les gens, c'est très bien, mais cette sorte de renchérissement continu, de ressassement, en fait, de grands ressassements organisés, bien sûr à moindre frais, parce qu'il n'y a plus besoin d'aller chercher l'information, les statistiques tombent et on peut tout de suite palabrer, font qu'il y a l'effet ou la fonction plutôt, de coïncidence idéologique générant la bonne conscience est décuplée. Ce qu'on appelle aujourd'hui un débat, le fameux débat télévisé, en fait, on fait croire à la pluralité des points de vue, sans du tout faire apparaître ce qui a organisé en amont ce débat, des positions déjà toutes mises en forme et mises en panel, si on peut dire panélisées, qui fait qu'on joue au débat beaucoup plus qu'on ne débat effectivement. Ces avis, qui semblent opposés, participent du même implicite, d'avance accordée, dont on ne pense pas à douter, qu'on ne songe même pas à interroger. Parce que la question, c'est qu'est-ce qu'on met en débat? Une fois qu'on a pris tel thème en débat, c'est déjà tisté, déjà organisé, on connaît les positions des uns et des autres, tout est déjà, achevé, comme on dit la messe est dite. La messe est dite avant même que le débat n'ait commencé. La réponse est contenue dans la question, même quand cette question est dite pour faire scandale, car la raison de ce dont il est choisi de discuter, son cadrage, son balisage, ne sont pas questionnés. Vous voyez, le phénomène de la coïncidence idéologique, c'est que l'idée est aussitôt thématisée, collectivement diffusée, et donc on n'a plus prise pour l'interroger, qu'elle se constitue d'une sorte d'évidence s'imposant à tous, et donc générant ce que j'ai appelé la bonne conscience. Bon, l'affaire du Covid, pour en dire deux mots, puisqu'il est d'actualité, me paraît exemplaire à cet égard. Qu'on dise à la radio ou ailleurs de se laver les mains, je l'entends bien, et la précaution est bonne. Mais qu'on fasse du principe de précaution, qu'on fasse du CAIR, qu'on fasse cela l'idéologie du jour, me paraît inquiétant.
et donc rabattre la vraie vie en, disons, pseudo-vie. Car a-t-on interrogé ce qui s'est ressassé comme martèlement subi passivement autour du principe de précaution et du care, et qui conduit à une sorte d'infantilisation et de docilité. Encore une fois, je ne mets pas en cause les précautions. Je mets en cause le fait que le principe de précaution devienne l'idéologie dominante qui n'est plus questionnée. Et puis on aurait pu s'interroger sur le rapport de la vie et de la mort. Au lieu d'affirmer comme ça, de façon d'emblée, encore une fois, sans interroger le fait que la survie est la seule valeur, se demander qu'est-ce qui fait la vie de la vraie vie, justement. Bien sûr, je l'ai dit en commençant, penser à assurer les conditions de la survie, donc du vital, mais rappeler ce qu'est la vocation du vivant, et peut-être se demander, je le dis sur le mot de l'interrogation, justement parce que ce qu'il faut, c'est pouvoir maintenir l'interrogation. On défend beaucoup le droit d'expression, il faut défendre le droit d'interrogation, en amont même de l'expression. Au niveau de l'interrogation, qui est de est-ce que, disons, mourir quand on est en fin de vie est nécessairement ou fatalement le pire? Je ne sais pas. Je pense que la question doit être posée. Je pense que cette sorte d'adhérence absolue au vital n'est pas forcément réfléchie, n'est pas suffisamment, en tout cas, interrogée. Alors, après, chacun pense comme il veut, mais je crois qu'il faut, et que c'est le devoir de la philosophie, que de pouvoir oser la question, et dans la situation présente, d'oser la question de la vie, de la vraie vie. Est-ce que la vraie vie, c'est le vital, se maintenir en vie, la survie? Est-ce que, disons, si en fin de vie, mourir du Covid ou d'autre chose quand on est, disons... Moi, j'ai l'exemple de quelqu'un, mort à 90 ans, intellectuel important. Je ne sais pas si c'était un drame qu'il meure du Covid ou d'autre chose à son âge, délaissé dans une EHPAD. En revanche, ce qui nous revient à nous, c'est, si cette personne a fait une œuvre intellectuelle, c'est la faire vivre maintenant. C'est-à-dire reprendre ses livres, les rendre actifs, réorganiser de la réflexion à partir d'eux. C'est ça, en fait, qui est aussi fait partie du vivant, effectivement vivant. Donc je crois que nous subissons effectivement une sorte d'idéologie de la bonne cause. Je prends de la même façon l'écologie. Tout le monde veut la survie de la planète. Je crois que tout le monde, en tout cas, je ne vois pas comment on pourrait ne pas prendre en considération la cause écologique. Mais dès lors que l'écologie devient... donc, le fait qu'il faut prendre des mesures qu'il faut face à la menace écologique. Mais le fait que l'écologie devienne idéologie dominante, c'est-à-dire idée collectivement coïncidente, fait que l'enjeu même de l'écologie tend à disparaître, que bien des gens vont faire carrière comme ça en tirant profit sous disons, le parapluie ou l'abri de l'écologie pour faire la carrière, mais disons que la cause écologique se perd elle-même, ne s'entend plus sous ce renchérissement coïncident d'une idée qui disons, ne s'entend plus, tellement elle est recouverte par de la coïncidence idéologique. Donc je crois que c'est ce qui menace toute cause, y compris les meilleures causes, que ce fait que, devenant coïncidente, c'est-à-dire collectivement adaptée, assimilée, eh bien, elle verse dans une idéologie qui n'est plus interrogée. Et donc, dans ce que j'ai appelé l'évidence suscitant la bonne conscience. Alors, c'est là que je reviendrai à ce qui peut être une pratique de la décoïncidence. En revenant à cette opposition de départ entre dénoncer et décoïncider, si dénoncer, c'est dire non, s'opposer au fait lui-même, déclarer de lui qu'il est inacceptable et dire pourquoi. Décoïncider,
et introduire une désolidarisation vis-à-vis de l'adhérence qui est la condition idéologique conduisant à ce fait à dénoncer. Dénoncer peut demander de l'audace, du courage, de la volonté. Décoïncider exige un travail en amont, un travail d'interrogation, voire de soupçon, en amont, qui permettent de défaire la condition de possibilité de cet effet de coïncidence collective devenant idéologie dominante. Alors, si je vais citer un grand décoïncident, le premier, c'est Socrate. Socrate, au fond, il a été décoïncident à Athènes. Et c'est ça qui a été insupportable chez Socrate, qui fait qu'il a dû boire la ciguë. C'est pas qu'il soit opposé, c'est pas qu'il ait, critiqué l'idée des dieux, parce que tout le monde le faisait à l'époque, en tout cas beaucoup de gens. Non, il a été, et c'est bien là le sens de l'ironie socratique, il a été décoïncident, c'est-à-dire qu'il a défait la coïncidence idéologique dans laquelle s'installait Athènes, après la guerre du Péloponnèse, la tyrannie des 30, et disons cette sorte de confinement idéologique de l'Athènes de cette époque. Socrate, il a décoïncidé cela pour ouvrir justement du possible, ouvrir de la pensée, et c'est évidemment le plus insupportable en société que de fissurer la coïncidence idéologique sur laquelle celle-ci a trouvé son adéquation ou sa forme d'adaptation. Car vis-à-vis de l'idéologie dominante, que puis-je faire ? Vis-à-vis de l'idéologie dominante, est-ce qu'elle suppose à la fois de coïncidence, ce qu'elle instaure comme coïncidence ? Est-ce que je peux la critiquer ? Et ça ne va sans doute pas s'entendre. Est-ce que je peux la renverser, mais j'en ai pas la force ? Ce que je peux faire, c'est la fissurer, cette idéologie dominante. Je citerai cette belle formule de Solzhenitsyn. C'est quand même avec des fissures que commencent à s'effondrer des cavernes. C'est quand même avec des fissures, donc des petites décoïncidences, que progressivement, parce qu'elles cheminent, parce qu'elles se relient, parce qu'elles se ramifient, que vont s'effondrer les cavernes. Alors, je n'ai pas le temps de donner des exemples par rapport à la... Mais je voudrais quand même insister sur une opposition à partir de là, qui est de faire entendre la coïncidence. La coïncidence aboutit à de l'obédience. Et donc distinguer deux termes, obédience et obéissance. Je crois que c'est un fait de notre modernité, la pensée politique du XXe siècle, que de questionner, à raison, l'obéissance. Au fond, pendant des millénaires, en Europe comme ailleurs, on a vécu sous le régime, sous l'imposition de l'obéissance. Il fallait obéir pour que l'ordre existe. Et au XXe siècle, donc c'est récent, on est sorti de ce carcan, de ces étaux idéologiques, de cette coïncidence de l'obéissance, pour faire entendre le droit à la désobéissance. Un grand moment de cette histoire, c'est les procès de Nuremberg. C'est qu'on a jugé ces gens, non pas parce qu'ils avaient désobéi, mais parce qu'ils avaient obéi. Procès fait à l'obéissance. Et je crois que il ne faut pas s'en tenir là. L'obéissance, comme je l'ai dit, l'activité de dénoncer, c'est pour tous, à égalité. L'obéissance civile. C'est tous les citoyens à égalité qui sont appelés à désobéir face à un ordre injuste. Mais avant, il faut penser quelles sont les conditions qui ont abouti à cette coïncidence de l'obéissance devenant collective, formant idéologie. Ce qui serait cette forme d'obédience. Avant obéissance, il y a obédience. C'est l'obédience idéologique qui permet ensuite à un pouvoir de donner un ordre injuste. Donc, penser le droit de désobéir, mais je dirais, si je continue un peu dans le néologisme, introduit par décoïncidence, le droit à la désobédience. Je désobéis à un ordre, je désobéis, si j'ose dire, je désobéis à une aliénation, pour reprendre le terme précédent. Désobéir, c'est refuser d'agir.
Désobéir, ce serait démystifier l'autorité qui a commandé cet acte et qui a pu la commander en s'autorisant cette sorte de coïncidence idéologique qu'elle a su instaurer. Je dirais ainsi, désobéir est moral ou politique. Désobéir, donc défaire l'obédience conduisant à cet ordre d'obéissance injuste, est philosophique. C'est le travail d'une philosophie engagée que de penser la désobéissance qui permettra de décoïncider politiquement de ce qui nous a servi sans qu'on ait commencé d'y penser. Alors, je n'ai pas le temps de... Là encore, je reviens sur ce motif du « je n'ai pas le temps », mais précisément, le sujet est vaste et surtout, il faut que je défasse, que je décoïncide de beaucoup de choses installées dans la pensée commune pour essayer d'introduire ce terme que j'aimerais voir lexicalisé en français, décoïncider. Je veux simplement peut-être conclure sur deux choses. Sur la singularité de ce concept et pour partir de là son usage. Singularité du concept de décoïncidence et ce qui peut être son intérêt en politique. Bien, je dirais d'abord, c'est que le concept de décoïncidence défait la pensée du commencement. Je l'évoquais à propos du Crès et du Clinamen, ou je l'évoquais à propos de la première scène de la Bible. Le fait qu'au fond, ce qui me paraît la ressource du concept de décoïncidence, c'est qu'il défait cette notion qui a été si importante dans la philosophie européenne, et d'abord la philosophie grecque, qui est celui d'arché. Arché, qui signifie commencement, commandement. Arché. C'est le premier mot du vocabulaire d'Aristote, au livre Delta de la métaphysique, commence par là, commence par le commencement, donc il commence par arché. Arché est donc ce terme si lourd en grec. Arché est celui qui est présenté dans la hiérarchie, n'est-ce pas, c'est un terme si important en grec qui dit le commencement et le commandement. Le commencement qui commande. Et donc, effectivement, on a l'idée qu'il y a un commencement, un début, et c'est ce que défait la notion de décoïncidence, puisque la décoïncidence est sans commencement. Sans commencement et sans commandement. C'est ce qui fait, je crois, sa vocation politique. Sa vocation libératrice en politique. Sans arché, sans commencement et sans commandement, je le dis, c'est dans la mesure où il décoïncide que l'artiste commence à créer. Eh bien, je dirais, c'est parce qu'elle est sans arché, sans commencement, que la pensée de la décoïncidence est aussi sans fin, sans télos. Au fond, notre pensée s'est organisée dans l'espace européen à partir de commencement, arché, et puis, à l'autre bout, celle de fin, télos. Fin au sens de terme et de but, finalité. Et au fond, notre pensée politique s'est organisée ainsi. Les principes du politique, d'autre part, les fins politiques, les visées politiques. Et c'est la pensée grecque qui a comme ça ouvert un trajet, qui s'appelle logos, entre ce qui est mis en arché, commencement, commandement, à titre de principe, ce que signifie arché en grec, et puis les fins, les visées, bref, l'aboutissement. Alors je crois justement, c'est ça qui est peut-être, disons, un peu stérile dans notre pensée politique, et qui fait que notre action politique souvent est vaine, justement en invoquant la rupture, le grand commencement, la page blanche, bref, toute cette sorte de mythologie d'une nouvelle scène possible, comme ça, du politique, ex abrupto. Et parce qu'elle défait la pensée de l'arché du télos, du commencement et de la fin comme terme, la fin comme but, la pensée de la décoïncidence défait aussi ce qui a été la grande articulation de la pensée politique en Europe, qui est celle de la modélisation et de son application, de la théorie et de la pratique. Théorie révolutionnaire, pratique révolutionnaire. Déjà Platon, la Politeia qui décrit donc la cité idéale, donc modélise la cité, et puis ensuite pense comment l'appliquer, comment la faire entrer dans l'histoire, comment faire que ce modèle puisse entrer de force, la force de la révolution, dans la réalité sociale historique. Alors justement, la décoïncidence n'implique pas
ce rapport de théorie de pratique, de modélisation et d'application. La décoïncidence, elle est directement à l'œuvre, comme j'ai dit pour l'artiste, comme j'ai dit pour le penseur. Dès lors que j'envoie un message et que je décoïncide de la langue des textos, n'est-ce pas, cette langue que me dicte la statistique, où le mot que je dois écrire est déjà présenté devant moi, cette décoïncidence si minime, elle est effective, elle est déjà à l'œuvre, elle est déjà dans l'effectuation. Pensez donc la poétique comme effectuation, mise en œuvre, et non pas selon le rapport théorie, pratique, modélisation, application. Prenez un tout simple. J'ai été heureux de réentendre, quand on a salué, honoré la mort de Samuel Paty, alors qu'on dit constamment aujourd'hui les profs, les enseignants au mieux, et non plus les professeurs. Mais voilà, dire professeur de lycée, c'est décoïncident par rapport à la langue de l'idéologie, la langue des médias, la langue des profs, n'est-ce pas ? Alors qu'on sait bien à quel point il est important de revaloriser cette vocation de professeur d'école, de lycée, remettre en usage le terme de professeur, au lieu d'avoir cette abréviation, disons, humiliante, en tout cas dégradante d'une certaine façon de dire les profs, eh bien je crois que c'est décoïncider effectivement, efficacement, vis-à-vis de l'obédience idéologique, de la coïncidence idéologique instaurée. Je dirais donc non pas pour conclure, parce que c'est d'abord cette situation dans laquelle je suis aujourd'hui, de parler à des chaises vides, et disons, quasiment affolante, parce qu'elle maintient la parole dans une sorte de vide qui va à l'encontre, détruit, c'est pas ce qui est l'intention philosophique elle-même, qui est de parler à un autre et de penser avec quelqu'un. Mais donc, pour achever la séance, pour dire simplement que, alors, si la coïncidence est une dans son concept, dans sa logique, la coïncidence, elle est multiple, diverse, en mouvement, en changement, à travers la société. Et il ne s'agit pas pour moi de coïncider en dénonçant la coïncidence et en promouvant la décoïncidence. C'est-à-dire de nouveau d'essentialiser un concept ou de l'hypostasier. C'est pourquoi je crois qu'il ne peut s'agir que de décoïncidences multiples, plurielles, avec un S, et dont le pluriel est constitutif. C'est pourquoi, à la différence de la Révolution, unitaire, dirigée d'en haut, se présentant comme archée, il s'agit essentiellement, je crois, aujourd'hui, en politique, d'engager des décoïncidences, qui sont des initiatives sans commencement. Vous entendez dans l'initiative, le initium, le début, mais initiative sans commencement, initiative sans commandement. Initiative sans commandement, sans arché, s'insinuant en touchant de l'activité comme de la collectivité. Donc initiative locale, de terrain comme on dit. D'abord diverses et discrètes, mais qui font leur chemin et se ramifient et se rejoignent, comme des fêlures se rejoignent et se ramifient en s'épaulant progressivement. Face à la paralysie idéologique à laquelle conduit toute forme d'adhérence, sécrétant son obédience, donc formant coïncidence, ne se soupçonnant pas elle-même, et donc s'exceptant de toute réflexion, une dénonciation frontale, globale, je l'ai dit, à mon sens, reste insuffisante. En tout cas, ne s'entend pas. C'est donc latéralement, modestement, et même minusculement, en enfonçant patiemment des coins dans cette inconscience collective tissant la coïncidence idéologique, qu'une chape idéologique peut commencer de se fissurer. Seule façon peut-être d'éviter que la politique continue à ce point de patiner, c'est-à-dire de tourner en rond sans avancer, et qu'un pays verse alternativement dans la révolte ou dans l'atonie, et que s'installe
une désespérance. J'ai cité cette belle phrase tout à l'heure. C'est quand même avec des fissures que commencent à s'effondrer des cavernes. Merci de l'attention des auditeurs éventuels. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.